Bonsoir et merci d'être avec nous sur la première. À la une de l'actualité ce soir, un coup de frein sur les vélos électriques. Dès vendredi prochain, les conducteurs de vélos allant à au moins 25 km/h devront porter un casque. Il faudra aussi à terme immatriculer et assurer son deux roues. De nouvelles règles qui visent à limiter les accidents. Tous les détails dans un instant. 1 600 000 francs, c'est le montant de la prime d'installation dans l'Hexagone que peuvent enfin toucher les militaires polynésiens. Depuis aujourd'hui, cette aide, longtemps réclamée, est entrée en vigueur et ce sont 18 jeunes recrues de l'armée de l'air et de l'espace qui sont les premiers à en bénéficier. Le cancer du col de l'utérus est une maladie que l'on peut éviter à condition de se faire régulièrement dépister. C'est le message martelé par les autorités sanitaires, alors qu'une quinzaine de nouveaux cas sont détectés chaque année au Fénois. On va en parler avec notre invitée ce soir, la gynécologue Tanini Tematahotoa. Et puis le Heivaï Tahiti de retour place Toata. Après 2 ans de pause due à la crise sanitaire, ça y est, les danseurs, les chanteurs et les musiciens retrouvent la scène. 19 groupes sont en lice et ce sera au jury présidé par Manouche Lehartel de les départager. On ira voir quelle est l'ambiance sur place avec Tepiu Bambridge. Alors que l'essence et le diesel coûtent plus cher depuis aujourd'hui, on peut être tenté de se tourner vers le vélo électrique. Mais attention, il va falloir respecter de nouvelles règles. Dès le 8 juillet, donc dans une semaine, il faudra porter un casque, mais aussi immatriculer et assurer son deux roues. Les précisions d'Ismaël Tarieta et Patita Savera. C'est la Rolls-Royce des vélos électriques. En plus d'avoir une troisième roue, il est muni de tous les dispositifs propres à une moto ou un scooter. Lumière, les freins à disque pour le coup, donc une batterie et uniquement des catadiodes, donc les catadiodes à l'avant et les catadiodes sur les pédales et les catadiodes dans les roues. Avec un moteur de 250 watts, ce vélo ne risque pas de dépasser les 25 km/h. Au-delà de cette vitesse, il est considéré comme un cyclomoteur. Vélomoteur ou cyclomoteur, que dit la loi? Pour piloter un vélomoteur, il faut être âgé de 14 ans, être assuré et avoir suivi une formation à la sécurité routière. Pour un cyclomoteur, il faut avoir 16 ans, être titulaire du brevet de sécurité routière, contracter une assurance et surtout être immatriculé au transport terrestre. Il va devoir se retourner vers son professionnel, celui qui lui a vendu le véhicule. À ce niveau-là, en fait, le professionnel va prendre en compte la demande de son client et il va réaliser en fait toutes les démarches pour lui en termes de réception et en termes de dossier d'immatriculation. Ensuite, il va lui donner un certificat, une carte grise provisoire et il va lui mettre une plaque WW. Ça coûtera, oui, parce qu'on va répercuter toutes ces dépenses aussi. Hein. Donc voilà, le client, il devra, payer en plus? Payer en plus. D'accord. Ça va être de combien en plus? Je n'ai pas encore la fourchette, je ne peux pas encore m'annoncer. Ces obligations ont un coût. Mais malgré tout, le vélomoteur coûtera toujours moins cher qu'un scooter. Ce n'est pas un frein à l'achat. Comme je n'ai pas mon permis et je ne compte pas du tout passer mon permis, ben voilà quoi, le vélo, ça reste un moyen plus pratique. Cette mise aux normes ne plaît pas à tout le monde, ceux surtout qui ont déjà acheté un vélo. Ça me coûtait des sous encore et déjà, voilà, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a c'est le seul moyen de locomotion, tu vois. Et pour aller faire nos courses, on prend ça, on n'a pas de voiture et voilà, on ne va pas aussi payer ça par-dessus, quoi. Après le 8 juillet, les conducteurs disposent de 24 mois pour se mettre en conformité avec la loi. Passé ce délai, les contrevenants s'exposent à des contraventions. Ils sont 18 à s'être officiellement engagés dans l'armée de l'air et de l'espace aujourd'hui. 18 jeunes qui seront les premiers à bénéficier de la prime d'installation dans l'Hexagone. Jusqu'à présent, seuls les engagés des Antilles-Guyane et de la Réunion obtenaient cette aide. Mais pour le lieutenant-colonel Leflanchec, ce n'est pas l'argent qui doit motiver les jeunes à servir dans l'armée. Cette prime, c'est une aide, mais elle ne fait pas tout. Ce que j'entends par là, bien entendu, ça peut aider certaines personnes à franchir peut-être la dernière étape pour ne pas se retrouver en difficulté. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on s'engage, le mot engagement a une signification très forte dans l'armée de l'air et de l'espace comme dans les autres armées. Et donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire, pourquoi on s'engage. Et là,
Là, je veux dire, c'est la différence avec des mercenaires. On n'est pas là pour l'argent, on est là d'abord aussi pour le métier. Et j'espère qu'ils vont, tout comme moi, avoir la vocation de ce qu'ils vont faire et vivre avec passion les années qui vont venir pour eux. Le montant de la prime est tout de même incitatif. Regardez, 4 500 €, soit environ 537 000 francs, versés 3 fois. La première lors de l'engagement, puis 6 mois et 12 mois plus tard. Même si ce n'est pas ce qui pousse à s'engager, c'est une aide bienvenue pour les 2 jeunes recrues qu'ont rencontrés aujourd'hui Chiquitate Ivadarouzès et Sandroli. À 25 ans, Marama Teray profite de sa dernière journée avec ses amis. Malgré un bac scientifique et plusieurs contrats dans la restauration, l'enfant de Mahina s'est complètement réorienté. Avant, j'étais cuisinier, oui, certes, mais après, il y avait toujours un peu en cuisine cet enseignement militaire, le respect, le dépassement de soi, l'excellence à chaque fois. Donc du coup, je ne suis pas trop dépaysé au niveau du travail. Timéry aussi fait partie des nouvelles recrues de l'armée de l'air. Titulaire d'un BTS, elle fait ses premiers pas dans l'armée au sein du RIMAP, une formation de chef d'équipe qui lui permet de passer son galon de caporal. Au début, je vais faire une formation sur Rochefort, à l'école des sous-offres. Et après ça, je ferai ma formation spécialité sur Kerqueville. Tous deux sont sur le point de quitter leur famille et leurs amis. Savoir juste avant de partir qu'une indemnité les aidera sur place, forcément, c'est que du bonus. C'est une aide conséquente qui vient de l'État. Et après, au moment où j'ai fait mes démarches pour entrer dans l'armée, je n'étais pas au courant de la prime. Donc du coup, ça, c'est qu'un bonus. C'est déjà une bonne chose pour tous les Polynésiens qui quittent leur île, leur famille. Et le fait aussi de devoir s'installer dans un autre pays, c'est difficile. Une indemnité de 4 500 € x 3. Ça représente environ 550 000 francs pacifiques x 3. Et on aura une première partie dès notre arrivée et une autre partie 6 mois plus tard et la dernière partie 1 an plus tard. Après 4 mois de formation, les jeunes s'engagent pour 5 ans au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Au total, ils sont 18 à prendre l'avion ce vendredi soir. Prévenir et dépister le cancer du col de l'utérus, c'est l'ambition de l'Institut du cancer qui organise demain une journée de sensibilisation dans les jardins de l'Assemblée à Papeete. Tout au long de la journée, il y aura des activités et des conférences qui permettront de mieux comprendre ce cancer et l'importance de se faire dépister. Et parmi les spécialistes qui seront présents pour vous informer, il y a le docteur Teanini Tematarotoa. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin gynécologue au Centre de la mère et de l'enfant. En quelques mots, c'est quoi le cancer du col de l'utérus? Parce qu'on a plus l'habitude de parler d'autres cancers, notamment le cancer du sein. C'est ça. Alors en fait, le cancer du col de l'utérus, que parfois les gens confondent avec le cancer de l'utérus, c'est vraiment un cancer qui est localisé au niveau du col, donc à l'entrée de l'utérus. Et donc voilà, qui est au fond du vagin quand on fait l'examen gynécologique et qui est un cancer qui touche malheureusement 15 nouvelles femmes par an en Polynésie. Alors vous incitez au dépistage, parfois ça peut faire un petit peu peur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer et aller se faire dépister? Alors c'est vrai que c'est un dépistage qui peut faire peur par rapport à la douleur par exemple ou la pudeur. Donc nous on essaye vraiment de rassurer les femmes. C'est pas un examen très agréable, mais qu'on essaye de rendre le moins douloureux possible. Et très souvent, les femmes disent que finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et puis surtout, c'est un dépistage qui permet d'éviter le cancer. C'est-à-dire que si on fait ses frottis régulièrement, on n'arrivera jamais au cancer du col de l'utérus. Et si jamais un cancer est détecté, quels sont les traitements, quelles sont les chances de rémission? Alors, la plupart du temps, on trouve plutôt des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui ne sont pas encore un cancer. Et c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment les traiter. Donc, ça peut être par une chirurgie qui s'appelle la conisation, qui est une petite chirurgie ambulatoire, donc sans conséquences. Et après, si malheureusement le dépistage n'a pas été fait ou pour d'autres raisons, on arrive au stade cancer, à ce moment-là, les traitements sont à peu près les mêmes que pour les autres cancers. Donc, la chirurgie, la radiothérapie, la curithérapie. Voilà, donc des traitements beaucoup plus lourds auxquels on essaye de jamais arriver. Et est-ce qu'on est bien équipé ici au Fénois? Est-ce qu'on peut être traité entièrement ici ou il faut parfois être évasonné? Alors la plupart du temps, les traitements peuvent se faire ici. On a une bonne équipe de chirurgiens et d'oncologues. Et puis voilà. Et puis après, il y a pas mal de traitements qui peuvent être faits ici. Et puis surtout, tout le dépistage peut être fait ici.
Alors on disait tout à l'heure qu'il y avait une quinzaine de cas détectés chaque année, c'est ça? C'est les statistiques que vous avez également? Oui, alors c'est des statistiques qui datent de quelques années parce que le registre du cancer s'actualise petit à petit, puis l'Institut du cancer va reprendre ce chantier. Donc on aura des chiffres de plus en plus actualisés. Après, voilà, ça reste quand même un chiffre assez stable au fur et à mesure des années. Alors, il y a un vaccin qui existe, je crois que c'est réservé aux adolescents et il n'est pas encore remboursé ici au Fénois. Comment l'expliquer? Alors, en effet, il existe un vaccin contre le papillomavirus, le virus donc, qui est responsable du cancer du col de l'utérus. Et donc, l'idée de vacciner les jeunes avant les premiers rapports, c'est justement pour qu'ils n'attrapent jamais ce virus et qu'ils ne développent jamais un cancer. Et malheureusement, le vaccin n'est pas pris en charge en Polynésie, mais justement, le ministère de la Santé, l'Institut du cancer travaillent activement pour le rendre pris en charge dès la fin de l'année, voire l'année prochaine. Merci beaucoup, docteur, d'être venu sur notre plateau ce soir. Je vous rappelle que vous serez donc demain dans les jardins de l'Assemblée. C'est entre 9h et 16h, cette nouvelle journée de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci. Et on parle maintenant de la santé du lagon de Moorea. Une équipe de chercheurs de San Diego s'intéresse au combat qui se joue entre les algues et les coraux. Et pour ça, ils bénéficient de l'aide d'une quarantaine de pêcheurs. Le reportage de Nicolas Suire et Patrick Tsinsing. Travailler avec les pêcheurs lagonaires pour mieux connaître la biodiversité du lagon de Moorea. C'est une première dans le Pacifique et c'est l'initiative des chercheurs de San Diego. Ils ont convaincu une quarantaine de pêcheurs d'accepter un GPS pour observer leur zone de pêche. L'idée pour les scientifiques est de renforcer leurs données et pouvoir au final comprendre le combat entre les algues et les coraux. Les algues et les coraux sont en compétition pour l'espace et pour la lumière. Et dans les Antilles, il y a des cas de récifs coralliens qui ont été envahis par les algues et les coraux ont du mal à repartir, même à ne pas repartir du tout. Donc on parle de changement d'état, on parle de récifs coralliens qui se transforment en récifs dominés par les algues. Les récifs envahis d'algues sont moins riches en poissons car le corail est un refuge pour la biodiversité. Dans cette étude, les pêcheurs de Moorea y gagnent une meilleure considération et une écoute pour porter un peu mieux leurs revendications. La maille du filet du pays elle est à 40 mm. Les poissons qu'on pêche comme les ihis, les vétés, les pattes et les pahoros, on ne peut pas les attraper dedans. On ne peut pas les piéger. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ils sont assez grands, ils sont assez matures, ils peuvent se reproduire à cette taille-là? Ils se reproduisent. Là, tous les pahoros, à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, et ils sont là. Selon l'étude Recopem, dont les résultats ont été rendus la semaine dernière, l'état des coraux n'est pas préoccupant. Et les scientifiques peuvent également se faire une meilleure idée de l'état du stock de poissons. On peut voir déjà une proportion plus importante de houmets, des tailles très raisonnables, même très supérieures à ce qui peut être compté, et ce qui permet de nuancer en fait la façon dont on perçoit l'état du stock. Et ça permet ensuite d'informer les décideurs. Les décideurs pourraient ainsi prendre des mesures plus appropriées quant au stock de poissons, comme par exemple renforcer ou diminuer les rahui. Quand les services du pays se déplacent, reprise de la tournée administrative à Bora Bora après une longue pause due à la Covid. 12 services ont fait le déplacement, le tourisme, l'agriculture, la pêche ou encore la CCISM et l'ADI. Et la demande était là. Beaucoup ont fait la queue pour obtenir des renseignements et des papiers. 2 déplacements doivent être organisés chaque année. On essaie de se rapprocher au plus proche de la population pour répondre à leurs questions, pour les accompagner dans leurs démarches administratives et tout simplement les accueillir puisqu'on est à leur service aujourd'hui. Ce matin, la population a quand même fait le déplacement pour venir à votre rencontre. On est très très contents parce que lors de l'organisation, le site a été un petit peu bouleversé plusieurs fois. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau site qu'on teste aujourd'hui. Donc on est content. On est un peu décentralisé, mais on voit qu'il y a de l'affluence. Tous les ateliers accueillent des usagers. Donc il faut en profiter aujourd'hui. On est là jusqu'à 15h30 en journée continue pour répondre à tous les besoins de la population de Bora Bora. Le Heiva de Rimatara s'annonce sous un jour nouveau. Les 3 groupes de l'île se préparent à entrer en piste à partir du 11 juillet. Mais ils ont déjà pu échanger avec les membres du comité des fêtes, des responsables qui viennent d'être nommés et qui insistent sur la nécessité de travailler ensemble pour que la fête soit réussie.
Premier grand test ce soir avec le dîner dansant. L'événement doit permettre de remplir les caisses de l'association pour ensuite récompenser les vainqueurs des concours. Le grand retour du Heiva Tahiti, début ce soir du concours de chant et de danse traditionnelle après 2 ans d'absence due à la pandémie. Tepiou Bambridge, bonsoir, vous êtes à Toata. Quelle est l'ambiance ce soir? On imagine que les passionnés de culture étaient impatients de se retrouver. Yorana, Elodie et Yorana, tous ceux qui nous regardent ce soir, eh bien oui, effectivement, on l'attendait, cette grande soirée du retour donc, du concours du Heiva Tahiti sur la place Toata. Ça fait maintenant 2 ans que donc, ces passionnés de culture attendent que le concours reprenne. Ce soir, donc, c'est un Toata qui vibre au chant des Tamari Tuhapeno Mahina, donc un vibrant chant qui a été précédé par le discours du président et la traditionnelle cérémonie du Rahiri. Il faut être ici pour ressentir donc, toutes ces ondes-là de tous ces passionnés. Donc, vous pourrez suivre ces 5 soirées de concours en radio, en direct. Donc Matteo Poirot, Noélato et une consultante vous feront vivre tous les soirs de concours dès 19h30 et jusqu'à la fin des soirées de concours. Donc tous les moments forts de ces 5 soirées de concours, dont la soirée de remise des prix. En télé aussi, vous pourrez donc vivre ce Heiva. Dès ce soir à 19h30, une page spéciale, une rétrospective vous sera proposée par les 2 nouveaux visages qui animeront ces pages, à savoir Teina Tinirawari et Manari Marohi. Et donc chaque soir, vous pourrez vivre ce Heiva Tahiti en chant à 18h, juste avant le VA, 18 minutes de résumé, et juste après le JT, à 19h30, la page spéciale de danse. Voilà ce que l'on peut dire depuis Toata, Elodie. C'est bien noté. Merci beaucoup, Tepiou Bambridge, d'avoir été en direct ce soir de Toata. Une image maintenant des Tuamotu avec ce tournoi de volleyball à Hau. 9 équipes se sont affrontées toute cette semaine, des équipes mixtes avec au moins 2 femmes sur les 6 joueurs. Et ce sont les équipes de Tapu et Tekura qui se sont qualifiées pour la finale hier soir. Une finale suivie par de nombreux spectateurs au centre du village des forains du Heiva. C'est l'équipe de Tekura qui l'a emporté 3-7-0. En MMA, les meilleurs combattants se préparent à s'affronter lors des championnats de Polynésie à la fin du mois. Parmi eux, les protégés de Reire Doudes, Chiquita Teivadaruzes et David Chang les ont suivis à l'entraînement. Regardez. Ils ont l'agnac. Torea, 33 ans, et Steven, 32 ans, sont des compétiteurs de la Team Islander MMA. Ils s'entraînent dur pour se qualifier dans la zone 1 de Mahina Papara où les challengers ne manquent pas. Champion Aitonui en 2011 et en boxe anglaise en 2016, Torea vise un nouveau titre. Je travaille sur la lutte et un peu de judo brésilien. Je sais que là, j'ai beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses. Ben là, c'est ce que je travaille tout le temps. Ils me donnent des conseils avec Peki Nauta aussi, qui me donne beaucoup de conseils tous les deux. Comment faire quand on vient te chercher, comment défendre, comment faire une sortie. Ben, on travaille ça presque tous les soirs et je suis acharné dessus tout le temps. Ben, c'est un peu difficile avec le travail et tout. Et il faut aussi que la famille suive, que la diète aussi elle suive. C'est difficile quand tu vois ta famille bien manger et toi tu es obligé de te retenir et tout. C'est des sacrifices, autant au niveau professionnel que familial. Reire Doudes, comme plusieurs coachs de MMA, aurait aimé placer plusieurs de ses compétiteurs au championnat de Polynésie. Mais il va devoir en choisir que 6. De toute façon, toute l'année, on s'entraîne dur. On n'a pas vraiment de calendrier de préparation. C'est-à-dire que tous les mois, on est en prépa jusqu'à ce qu'on ait le coup de fil pour combattre. Du coup, les mecs sont déjà prêts depuis quelques années. Voilà. Et du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, on a accentué la prépa sur le combat, c'est-à-dire beaucoup de sparring, beaucoup de mise en situation par rapport justement au potentiel adversaire que vous allez rencontrer. Le coach travaille alors plusieurs game plans. Objectif, s'adapter à l'adversaire qu'ils auront en face. Torea et Steven ne lésinent pas sur les entraînements. Je sais que ça va être difficile, parce que je viens d'un monde différent. Je viens de la boxe anglaise et de la boxe thaïlandaise. Mais maintenant, on est entraîné pour, et je reste confiant. On n'est que deux.
pour la finale de présélection. Mais après, une fois qu'un des deux gagne, ben on passe pour le championnat de Polynésie et on sera 4 alors du coup. Donc il va falloir battre les 3 autres. On se débrouille bien avec le coach. On est complet. Niveau MMA, c'est bon, on est complet. Steven Varney a remporté dimanche dernier dans sa catégorie la finale amateur de la zone 1 face à Irei Watanabe du club de FAA. Les championnats de Polynésie de MMA sont prévus les 29 et 30 juillet prochains. Et avant de nous quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. L'entrée en vigueur aujourd'hui de la prime d'installation dans l'Hexagone pour les militaires polynésiens. Près de 540 000 francs versés 3 fois. Une aide qui était réclamée depuis longtemps. Et ce sont 18 jeunes engagés dans l'armée de l'air et de l'espace qui sont les premiers à en bénéficier. À la télévision ce soir, on se met dans l'ambiance du Heiva avec une rétrospective et puis votre série Profilage en deuxième partie de soirée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain soir, vous retrouverez Chiquita Teiva Darouzès pour le JT. Excellente soirée à tous. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.